Bien, bonjour donc et bienvenue à cette web conférence qui est consacrée à l'activité physique des seniors. Alors vous allez le voir pendant toute cette conférence, finalement ce qu'on va dire, c'est que cette activité est très bénéfique pour prévenir un certain nombre de choses, comme par exemple des maladies cardiovasculaires, mais aussi pour diminuer le stress, l'anxiété. Et puis on va dire tout simplement, quand on fait de l'activité physique, on se sent mieux dans sa peau. Est-ce qu'on peut en faire? À partir de quel âge on peut en faire? Eh bien, toutes ces questions, je vais les poser aux deux personnes qui sont à côté de moi, à commencer par le professeur Nathalie Salle. Bonjour. 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 Alors, vous êtes professeur de gériatrie, vous êtes chef du pôle de gérontologie clinique au CHU de Bordeaux, et puis à vos côtés, le docteur Claire Delessy. Bonjour. Delcy, bonjour. Vous êtes médecin dans le service de médecine physique et de réadaptation. Alors, dans un premier temps, je vais poser plein de questions. Et puis, d'ici 30-35 minutes, je vous laisserai poser toutes les questions que vous souhaitez parce que, de toute manière, vous en avez certainement ou en nous entendant, vous aurez peut-être envie de poser des questions. Donc, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Je vais même vous donner un petit truc. Vous notez éventuellement les questions pendant la conférence parce que vous risquez de les oublier au moment où je vais vous donner la parole. Alors, on va commencer avec vous, professeur Salle, parce que finalement, j'ai dit qu'on allait parler de l'activité des seniors. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être senior? C'est une excellente question. C'est vrai qu'on parle de personnes âgées, mais on ne sait pas de quel âge. On parle aussi de troisième âge. Moi, je crois qu'on a aussi parlé de quatrième âge. Et maintenant, on parle de senior. Bon. Alors, senior, on peut l'utiliser, ça dépend un peu de quand on l'utilise. Par exemple, quand on est jeune et qu'on fait du sport, à 18 ans, on est senior. Bon. Quand on est en activité dans une entreprise et qu'on a une certaine compétence, on nous appelle aussi les seniors. Par exemple, chez nous, à l'hôpital, il y a les seniors, ce sont les médecins qui sont thésés et qui sont appelés comme ça, les seniors. Ensuite, il y a, en fonction de différentes entreprises, notamment dans la vie publique, on va le dire, pour recevoir certaines allocations, par exemple sur l'autonomie, on va les recevoir qu'à partir de 60 ans. Et on va identifier le senior là à 60 ans. Et en médecine, finalement, on identifie, pour répondre à votre question, le senior à partir de l'âge de 70 ans. Voilà. Donc on peut dire que le senior a 70 ans en médecine. Alors, on peut être un vieux jeune ou un jeune vieux. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, d'ailleurs, on peut le dire dans les deux sens. Mais est-ce qu'il y a des caractéristiques physiologiques qui vraiment disent à partir de ce moment-là, on est une personne âgée ou on est un senior? Là encore, je pense qu'il faut qu'on se détache de l'âge. Alors c'est vrai qu'il y a le vieillissement, et c'est vrai qu'avec le vieillissement qu'on appelle physiologique, c'est-à-dire celui qu'on vit tous, nous, aujourd'hui, depuis qu'on est né, finalement, on vieillit tous les jours, on a un vieillissement dans nos cellules qui vont être en fait plus fragiles, plus vulnérables. Habituellement, quand on est jeune, ces cellules se multiplient et elles vont faire que les organes vont rester vigoureux, robustes, comme un jeune. Pour faire très simple, par exemple, quand on se fait une plaie, la plaie, elle cicatrise plus vite quand on est plus jeune que plus âgé. Voilà, exactement. Ou si on prend l'exemple du muscle, le muscle, il est vigoureux, robuste quand on est jeune et qu'on fait du sport. Et quand on est plus âgé, ce muscle, il va être un peu moins costaud. On appelle ça la sarcopénie. Et en fait, ça vient de ces cellules qui vont, à un moment donné, moins se multiplier. Tout d'un coup, elles s'épuisent. On appelle ça l'horloge biologique. Je pense que vous en avez entendu parler. Et cette horloge biologique, elle survient quand on commence à être senior, 65, 70 ans. Elle va avoir finalement des temps différents en fonction des organes. Et pour les muscles, c'est ça. On va avoir cette perte musculaire, cette force qui va diminuer à partir de 70 ans. Alors, elle diminuera moins vite si on fait un exercice physique, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Elle diminuera un peu plus vite si on est sédentaire et qu'on reste dans son fauteuil à la maison sans avoir d'activité physique. Oui, puisque vous avez parlé des organes, j'ai envie de parler du cœur. Hmm. Il vieillit lui aussi. Oui, oui, le cœur, il vieillit aussi. Alors ça ne se voit pas si on ne fait pas un exercice physique trop compliqué, mais il vieillit. Ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a moins de fibres élastiques dans les artères. Elles sont plus riches en fibres au collagène. Ça veut dire qu'en fait, les artères, elles sont plus rigides. Donc on a plus d'hypertension quand on vieillit. Et cette hypertension, ça fatigue le cœur. Et du coup, le cœur, il va avoir un muscle un peu plus épais et qui va consommer plus d'oxygène. Et on est plus à risque d'avoir des troubles du rythme, de l'hypertension et de l'insuffisance cardiaque. Je vais être un peu taquin parce qu'on sort totalement du sujet, mais je continue dans les organes Vas-y. et le cerveau.
Bah, le cerveau, il vieillit depuis qu'on est né, j'ai envie de dire. Donc il va vieillir, mais on peut être très très âgé, par exemple centenaire. Aujourd'hui, on a de plus en plus de centenaires autour de nous, et avoir un cerveau normal, qui fonctionne normalement. Donc la perte de la mémoire, elle n'est pas liée à l'âge, elle est liée aux maladies chroniques, à la maladie d'Alzheimer ou à une autre maladie. Et c'est ça qui est important, parce que dans votre question, vous parlez de jeunes vieux ou de vieux jeunes. Et on peut être déjà vieux physiologiquement à 70 ans si on a des maladies chroniques, un diabète, une hypertension, une insuffisance rénale, et être moins vieux à 85 ans si on n'a aucune maladie chronique. Donc effectivement, il y a une différence. Je voulais juste dire aussi une petite information, c'est que en France, on est assez envié par les autres pays d'Europe parce qu'on a une longévité très importante, on a beaucoup de centenaires, mais paradoxalement, on va avoir une espérance de vie sans dépendance, c'est-à-dire sans incapacité, qui est plus courte. Et ça, on n'est pas très bon en Europe là-dessus. Donc, on a un énorme effort à faire sur la prévention. Vous en entendez parler beaucoup. La prévention, l'exercice physique, la nutrition, etc. pour essayer de vieillir tout en restant autonome. Et ça, on n'est pas si bon. Alors, on entend parler souvent de fragilité chez les personnes âgées. Qu'est-ce qu'on met derrière ce concept de fragilité? Oui, ce concept est effectivement très utilisé. En fait, pour les scientifiques, c'est un concept qui est multimodal, c'est-à-dire qu'il y a du médical, il y a du psycho, il y a du social là-dedans. Donc, une personne âgée de 70 ans ou plus qui est fragile, ça veut dire qu'elle marche moins vite. Et on a même identifié ça sur 10 mètres. Si vous mettez plus de 4 secondes pour faire 10 mètres en marchant, vous êtes identifié comme fragile. C'est très spécifique d'ailleurs, ce temps-là. On essaiera tout à l'heure si vous voulez. Après, si on est un peu fatigué, si on mange moins, si on perd un petit peu la mémoire et qu'on a une sensation d'isolement, on se sent seul, un peu pas bien chez soi, l'ensemble de ces éléments, si on en a un qui n'est pas bon, on est identifié comme fragile. Et c'est très important d'identifier cette fragilité. Donc on n'est pas encore dans la maladie, on est dans quelque chose qui accompagne un vieillissement, parce que c'est quelque chose qu'on peut traiter. Si on met en place des actions de prévention, on peut revenir en arrière et revenir dans le champ des robustes. Donc on appelle finalement, on définit la population âgée par les robustes, ceux qui vont très bien, les fragiles, c'est-à-dire qu'ils ont un petit risque de basculer vers la dépendance, et puis ceux qui ont des maladies chroniques. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure que c'était à la fois au niveau médical, au niveau psychologique, au niveau social aussi, vous disiez. Voilà. Le fait de se sentir isolé, le fait d'être endeuillé, de se retrouver seul. On peut se sentir bien en étant seul. Il y a des gens qui vivent très bien tout seuls. Mais quand on est seul et qu'on a ce sentiment d'isolement, cette sensation d'isolement, là au niveau social, on a un risque finalement d'avoir une moins bonne qualité de vie, de moins bien dormir, de moins bien manger, de plus avoir trop envie de sortir, de se sentir fatigué. Et on rentre dans ce champ du fragile. Et ça, c'est quelque chose qui peut être réduit par les actions de prévention. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une grande campagne qui est menée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, sur le dépistage des personnes âgées fragiles et sur finalement l'accompagnement en intégrant le médical, le psycho, le social pour pouvoir enrayer cette fragilité et revenir à quelque chose de moins risqué qui va permettre d'éviter de rentrer dans la dépendance. Alors maintenant qu'on a à peu près vu ce qu'étaient les seniors et les risques des seniors, on va parler du sujet qui nous réunit ce soir, puisque c'est le sport. Et je me tourne vers vous, Claire Delcy, parce que d'abord, est-ce que ça est un bon terme, sport? Parce que sport, ça peut faire peur. Est-ce qu'il vaut mieux pas parler, plutôt que de sport, d'activité physique? Alors sport, ça fait peur, effectivement, parce que sport, ça sous-tend quelques notions de compétitivité, de règles, de s'inclure dans un club, de s'inclure dans une fédération, avec des entraînements qui sont réglés, des contraintes. Donc le sport, ça fait un petit peu peur. En revanche, l'activité physique, le sport est une activité physique, clairement. Mais l'activité physique, c'est tout ce qui n'est pas l'inactivité.
Donc, monter l'escalier est une activité physique, aller chercher le pain en marchant, c'est une activité physique, prendre le bus et marcher un petit peu plutôt que prendre la voiture, c'est une activité physique. Donc ça fait un peu moins peur parce que ça peut s'inclure dans le quotidien de chacun, avec peut-être des contraintes moindres et pas l'idée de la compétitivité et la performance. Disons que dès que l'on bouge, on fait de l'activité physique. Exactement, oui. Exactement. Ensuite, il y a la notion d'activité physique adaptée, c'est encore autre chose. On y reviendra tout à l'heure. Donc, vous me conseillez de biner le jardin. Exactement, oui, c'est une très bonne activité physique, le jardinage. Très conseillé d'ailleurs, complète. Alors, on va juste faire un tout petit virage, pardon de revenir sur le sport, mais il y a quand même certaines personnes qui, tout jeunes, ont pratiqué un certain nombre de sports. Est-ce que, quand on vieillit, il y a des sports qu'il faut absolument abandonner, ou est-ce qu'on peut pratiquer certains sports, ou est-ce qu'il faut déconseiller au contraire certains sports? Alors, tout dépend de chaque personne en fait, hein. Tout dépend de l'histoire de la personne et du sport qu'elle a pratiqué auparavant. Si j'ai un exemple en tête d'un patient qui a pratiqué toute sa vie le ski, qui peut paraître être un sport à risque, hein, on peut se dire quand même le ski c'est pas une très bonne idée. Néanmoins, lui, il était très malheureux de ne plus pouvoir skier. Il a pu se remettre sur des skis grâce à des moyens techniques et il était très heureux et je pense beaucoup moins à risque que quelqu'un qui n'aurait jamais pratiqué ce sport-là. Donc il y a l'habitude de l'exercice, l'apprentissage durant toute sa jeunesse et puis de la pratique toute sa vie qui le protège. Alors il y a effectivement des sports qu'on ne conseille pas d'emblée pour quelqu'un qui ne l'aurait jamais pratiqué en étant senior, clairement. Alors justement, si je ne vous demande pas de faire une liste exhaustive, mais vraiment donner peut-être 2 ou 3 exemples de sports à ne pas pratiquer si on ne l'a jamais fait de sa vie. Bon, on oublie le On judo, oublie le la boxe. parachutisme, le judo. Alors le judo, ça, attention, hein, si on l'a jamais pratiqué de sa Jamais vie. pratiqué. Oui, alors non, d'accord. Le karaté non plus. Non plus, ou alors sur des formes adaptées. Parce qu'en fait, chacun de ces sports a pu proposer des formes adaptées, justement, plutôt douces, sous forme de kata, puisque ce sont des sports sous forme de kata et qui sont là, pour le coup, tout à fait adaptés aux seniors. Alors au niveau aquatique, c'est peut-être La bon nage, parce bien que sûr, c'est doux, oui. c'est doux Oui, quand on est dans l'eau. On va plutôt parler des sports qui sont très adaptés, facilement adaptés. La marche, la natation, le vélo. Bon. Le vélo, ça inclut aussi le vélo d'appartement si on ne veut pas se risquer à aller en vélo d'extérieur. Professeur Salle, sur cette question des sports à éviter ou à pratiquer. Moi, j'ai envie de dire que finalement, pratiquer un exercice physique dans sa vie quotidienne, voilà, c'est parfait. À éviter, c'est peut-être les sports un peu violents pour les articulations, pour le dos. On ne fait pas d'haltérophilie à 80 ans. Voilà, ou de l'alpinisme. Mais enfin, voilà, si on n'en a jamais fait, effectivement, ça peut être dangereux. Mais en même temps, je pense qu'il faut allier le plaisir à l'exercice physique. Donc s'il y a un sport qui nous fait envie, il faut essayer. Voilà, on ne va pas se mettre en danger, mais il faut que ça nous fasse plaisir. Il ne faut pas que ce soit un médicament, le sport, quoi, et pas une corvée. Claire, Delcy. Quitte à trouver une adaptation compatible avec son état de santé. Voilà, on peut dire d'ailleurs que toutes les fédérations sportives aujourd'hui adaptent ou proposent des modèles pour les personnes plus âgées ou inexpérimentées. Oui, exactement. De plus en plus de fédérations proposent une version allégée, light de leur sport, tout à fait. Oui. J'ouvre une petite parenthèse qui sort un petit peu, mais vous allez voir qu'on est complètement dans l'actualité du jour, puisqu'on est en pleine chaleur en ce moment. Quels sont les bons conseils à donner, et que ce soit de l'activité physique ou que ce soit du sport, à partir du moment où on se remue, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Je présume les heures les plus chaudes de la journée, par exemple. Oui, vous avez raison. Alors, il y a les sports qui ne sont pas adaptés, puis il y a les conditions de pratique du sport qui ne sont pas adaptées, hein, clairement. Effectivement, avec les canicules qu'on vient de vivre, on ne peut pas aller faire un exercice, une activité physique par 42 degrés en plein soleil. Je pense que vraiment, ça, c'est dangereux. De la même manière, je pense que si on n'a jamais vu son médecin dans cet esprit-là, dans l'idée de se dire j'aimerais peut-être pratiquer une activité physique, c'est peut-être bien de prendre le temps avec son médecin traitant, d'en discuter, de faire un petit point sur sa santé pour s'assurer que les conditions sont idéales pour une pratique d'activité physique. Voilà, et puis on n'oublie pas, avec les grandes chaleurs, beaucoup de boissons, beaucoup de boissons, beaucoup de boissons. Bien sûr. Alors justement, vous avez en partie répondu, mais je voudrais qu'on revienne en détail un petit peu là-dessus. Finalement, après cette conférence, je suis un senior, je n'ai pas beaucoup pratiqué d'activité physique dans ma vie, mais j'ai envie de m'y mettre. Est-ce que je dois obligatoirement aller voir mon médecin? Est-ce que je vais voir le médecin généraliste? Est-ce que je vais voir le cardiologue? Qui dois-je voir? Alors d'abord, on en a parlé tout à l'heure, il y a l'activité physique qu'on inclut dans son quotidien. On peut aller faire les courses en marchant, on peut monter les escaliers sans aller consulter son médecin traitant pour prendre son aval. Je pense que ça, c'est raisonnable. En revanche, si on veut faire une activité un peu plus intense, effectivement, je pense qu'il est justifié de passer par son médecin traitant, tout simplement, de manière à en discuter avec lui et de faire un premier bilan. Après, s'il y a nécessité de prendre conseil auprès d'un cardiologue, de faire une épreuve d'effort pour pouvoir aller dans une pratique encore plus intensive, là, c'est lui qui vous guidera. Alors maintenant qu'on a
bien expliqué ce qu'il fallait faire en activité physique, ça serait peut-être intéressant de regarder un petit peu quel est l'intérêt. Finalement, quels sont les bienfaits à partir du moment où je vais faire de l'activité physique, où je vais prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, où je vais descendre 2 arrêts avant mon arrêt pour marcher un petit peu si je prends le tram ou le bus. Alors, c'est plutôt là où il n'y a pas d'intérêt, parce que finalement, il y a de l'intérêt dans quasiment tous les champs. D'abord, au niveau musculaire, évidemment, le travail, l'activité physique, ça fait gagner en masse musculaire. Ça permet de lutter contre la sarcopénie dont on a parlé. Ça permet de lutter également contre les difficultés articulaires. Quelqu'un qui a de l'arthrose pourra tirer bénéfice, par exemple, de la marche et de l'activité physique pour lutter contre les douleurs liées à l'arthrose. Ça ne fait pas repousser le cartilage, mais ça permet de très efficacement lutter contre les douleurs et de renforcer l'articulation. De la même manière, au niveau osseux, ça permet de lutter contre l'ostéopénie, l'ostéoporose, de renforcer les os. Plus on sollicite un os, plus on va l'aider à être fort et on va lutter contre cette ostéoporose. Ensuite, il y a des bénéfices sur la cognition, on le sait maintenant, sur le cerveau. Des bénéfices également sur la consommation de sucre, donc sur plein d'aspects liés au diabète, à l'hypertension, aux dyslipidémies, au cholestérol. Il y a un intérêt pour quasiment tous les organes, finalement, le cœur, tous les organes. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais compléter. C'est parfait. Non, c'est juste parce qu'il y a l'INSERM qui a fait un gros travail là-dessus en 2019 et qui disait que à elle seule, l'activité physique permet de gagner 4 ans d'espérance de vie. Voilà, donc c'est intéressant, je trouve, parce que ça parle finalement, ça. Et effectivement, avec tous les bénéfices dont a cité Claire Delcy, sur le cœur, le cerveau, mais aussi sur le cancer, le fait de faire un exercice physique, ça permet d'éviter la survenue de certains cancers, notamment digestifs. Donc il y a un intérêt tout au long de sa vie à poursuivre cet exercice. Et est-ce que l'activité physique peut aussi réduire, par exemple, la prise de certains médicaments? Alors, notamment des antalgiques, par exemple, pour permettre de mieux gérer la douleur, oui, bien sûr. Oui. Oui, puis les antihypertenseurs pour la tension, parce que finalement, ça diminue la tension. On a vu, par exemple, les effets du tai chi, ça a été pas mal démontré dans la littérature, qui diminuent la tension, qui permettent de mieux dormir. Donc, on arrête aussi les psychotropes, les benzodiazépines, etc. Comme on se sent mieux dans sa tête, on peut aussi arrêter les antidépresseurs. Finalement, c'est intéressant sur la pertinence aussi des prescriptions des médicaments. Vous avez raison. Oui. Oui, parce que aussi, à partir du moment où on fait de l'activité physique, je dirais c'est comme à partir du moment où on est heureux dans la vie, on va, au niveau du cerveau, avoir des drogues qui vont se créer et qui fait qu'effectivement, ça va diminuer le fait de prendre certains médicaments. Plus on pratique, ce qu'on appelle la récompense. Exactement, plus on pratique, plus c'est facile de pratiquer. Au début, il y a un petit effort à fournir, il faut se lancer pendant plusieurs séances et en fait, après, effectivement, ça devient de plus en plus facile, voire même on se grise à le faire et on est en manque quand on n'a pas cette activité régulière. Oui. Alors, quelquefois, on dit aussi que le sport, et là, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi ou comment, professeur Salle, le sport peut avoir une relation sur la dépendance. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la fragilité. Si on ne casse pas ce cercle vicieux, finalement, de la personne qui se sent seule, qui va se sentir fatiguée, qui va moins bien manger, etc., elle va finalement un petit peu plus rester chez elle, avoir moins d'activité physique, et du coup, elle peut, au décours d'un trottoir ou autre, tomber, avoir finalement cet effet boule de neige un peu négatif et rentrer dans la dépendance. Donc le fait de faire une activité physique permet, avec la bonne nutrition, parce que finalement c'est quand même lié les deux, d'éviter la survenue de catastrophes sur un terrain déjà un peu fragilisé par l'âge et va permettre d'éviter de rentrer dans la dépendance. Mais on le voit même chez des patients ou des personnes âgées qui sont malades et qui ont des maladies chroniques. On voit même chez elles un avantage à faire de l'exercice physique pour éviter, s'il y a un problème aigu, une infection ou un petit problème, de rentrer dans la dépendance. Donc en fait, c'est un vrai facteur protecteur, c'est un vrai matelas. Voilà, j'ai envie de dire. Claire Delcy. Vous savez, en rééducation, on dit pour éviter de tomber, entraînez-vous à vous relever. Parce que justement, le fait de faire cet exercice d'apprentissage du relevé du sol, ça fait travailler beaucoup de muscles, l'équilibre, etc., en fait, ça fait moins de tomber. Donc moins de risque de chute. Donc moins de risque de dépendance, de chute, etc. C'est qu'un exemple parmi d'autres. Oui. Vous avez juste évoqué très rapidement, je voudrais peut-être qu'on y revienne 2 secondes dessus, la nutrition.
Parce qu'un certain nombre de personnes, et en particulier les personnes qui ont un certain âge, ont tendance à beaucoup moins manger. Ça, je dirais, c'est presque physiologique. Est-ce qu'à partir du moment où on fait un petit peu plus d'activité physique, on va un peu puiser, si j'ose dire, sur ses réserves? Est-ce qu'il faut équilibrer derrière avec de la nutrition, et quel type de nutrition? Oula, vaste question. Ben, en fait, quand on fait de l'exercice physique, on a faim. Enfin, c'est vrai et puis on prend du plaisir d'ailleurs à manger correctement et à manger un peu plus. Voilà, donc on va accompagner finalement l'exercice physique à la nutrition et à un apport en calories un peu supplémentaire, en protéines, etc. Donc si on veut être vraiment dans ce qu'il faut faire, on va plutôt être dans quelque chose qui est riche en fruits, en légumes, en protéines et en calories. Alors, quand on est âgé, on dit toujours qu'il faut fractionner un petit peu les repas. Donc, on va manger le matin, une petite collation vers le milieu de matinée, un repas le midi, une collation l'après-midi, un repas le soir. En fait, c'est ça. Hein. Parce que le but du jeu, quand on vieillit, c'est de ne pas maigrir. On est à l'inverse de nous. Hein. Nous, on n'a pas envie de grossir pour aller sur les plages l'été. Et pour les personnes plus âgées, l'idée, c'est de ne pas maigrir. Parce que si on maigrit, on perd du muscle. En premier, on ne perd pas du gras, on perd du muscle. Si on perd du muscle, on repart sur cette cascade infernale qui va nous ennuyer et nous projeter vers des complications. Donc, on va essayer de manger un peu mieux. Mais vraiment, le message, c'est que quand on fait du sport ou une activité physique, on a un meilleur appétit. Donc, ça marche. Quand vous avez parlé de protéines, qu'est-ce que vous mettez derrière le mot protéines? De la viande, du poisson, du... Oui, on dit toujours viande, poisson. Puis souvent, les personnes très âgées nous disent « j'aime pas la viande, j'aime pas le poisson ». Donc, on peut s'aider de produits laitiers, le fromage, du lait en poudre qu'on peut rajouter dans tous les repas, du fromage râpé aussi dans les repas. C'est très riche en protéines et ça marche. Puis, donner aussi quelque chose qui donne envie de manger, donc des crèmes fraîches, du beurre, etc. dans les repas. Donc, vous pouvez y aller. Hein. C'est léger, hein? Ouais, c'est léger. Il y a des protéines. Vous avez évoqué très rapidement une ou deux études. Est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu plus? Parce que finalement, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que, un, il faut faire de l'activité physique. Deux, si vous faites de l'activité physique, c'est un bienfait pour tout, pour le corps, pour l'esprit, pour le moral, tout ce qu'on veut. Mais est-ce que scientifiquement, ça a été prouvé? Alors, ça a été très bien prouvé, notamment avec le tai chi. Ça a été vraiment bien prouvé dans le monde entier, par l'Asie en premier, mais les États-Unis s'y sont mis très très vite. Donc, il y a beaucoup de publications. Il y a aussi donc, ce gros pavé qui a été publié par l'INSERM en 2019, qui montre tous les bienfaits dans tous les organes de l'activité physique et qui parle de cette espérance de vie gagnée de 4 ans, juste en mettant dans la boucle l'activité physique. Si on y rajoute la nutrition, c'est 10 ans de gagné. Donc il y a des choses qui le prouvent scientifiquement. Et puis il y a un dernier papier de 2020 qui dit que le fait de faire de l'exercice physique, ça diminue le risque de survenue d'accident vasculaire cérébral de 40%. Donc c'est énorme. Donc c'est quand même des papiers très positifs, quoi. Mais l'activité physique, quand elle est pratiquée régulièrement, permet de diminuer la mortalité de 20% dans la population donnée. C'est significatif. Alors, vous avez utilisé un mot qui est passé comme ça, tchouc, très vite, mais qui est très important, c'est régulièrement. Oui, alors Ça veut dire quoi régulièrement? Alors, il y a plusieurs choses qui sont dites. Hein. Alors, je vais parler notamment de ce qui est proposé par le gouvernement français, hein, le ministère de la Santé. Qui n'est pas unique en France, qui n'est pas unique dans le monde. Et qui n'est pas unique dans le monde, qui est de proposer une activité d'une demi-heure par jour. Une activité qui est dite modérée à intense. Ça veut dire quoi, modérée à intense? Modérée, c'est quand on commence à être essoufflé, mais qu'on peut parler. Voilà, si on marche avec quelqu'un à côté, qu'on est un petit peu essoufflé, mais on n'est pas à bout de souffle, on peut discuter. Une activité intense, on ne peut plus discuter, on est trop essoufflé pour discuter. Donc, une demi-heure par jour, au moins modérée. Ce que dit l'OMS, c'est 150 minutes d'activité par semaine, qu'on peut fractionner. Hein. Évidemment, le problème, c'est ça, une demi-heure par jour, il faut arriver à le caler dans un emploi du temps et se dire tous les jours, il faut le faire. Quand on est senior. Ouais, ça peut être contraignant quand même. On peut avoir une activité associative, des obligations, etc. Et donc, ça peut être 150 minutes réparties en général plutôt sous la forme de 3 à 4 séances, et toujours dans l'idée d'une activité d'intensité au moins modérée, sinon intense. Si c'est intense, on peut en faire un peu moins. Voilà. Le professeur Salle a tout à l'heure parlé du tai chi, on pourrait parler du Qigong, pardon. Toutes ces pratiques qui nous arrivent de ces pays-là sont très bonnes parce que c'est à la fois
je dirais, très lent, très doux, c'est pas violent, mais en même temps, ça fait véritablement bouger. Elles sont très adaptées à tout âge, en effet. Et d'ailleurs, on voit bien hein, quand on regarde en Asie les praticiens de le faire sur le terrain, bah, y a tous les âges. Et d'ailleurs, les plus expérimentés sont les meilleurs hein, en général. L'avantage, c'est que l'intensité elle peut être dosée en fonction de ce qu'on y met. Par exemple, le niveau de flexion des genoux. Quelqu'un qui aurait mal aux genoux, qui aurait une force musculaire moins importante, pourrait pratiquer en étant juste un tout petit peu redressé pour moins forcer sur les jambes. Donc en fait, on peut régler l'intensité de la pratique dans ces sports très souples par la manière dont on pratique la technique en fait de la pratique. Et ils ont l'avantage de favoriser le travail musculaire et l'équilibre. Donc c'est très complet comme travail. Et on remarque, professeur Salle, que comme par hasard, au Japon, on vit plutôt vieux, je dirais, et plutôt en bonne santé. Et oui, c'est le pays qui a le plus de centenaires au monde, le Japon. Alors pourquoi? Parce que finalement, il y a une culture qui fait que les gens aiment bien marcher ensemble. Donc ils vont pas monter le Fujiyama, hein, mais ils marchent ensemble. Ils font des exercices ensemble dans les parcs. Ils mangent bien. C'est finalement proche du régime méditerranéen. Et ils ont une interaction sociale. Donc c'est quelque chose de collectif qui stimule finalement aussi au niveau cérébral tout un tas de parties du cerveau, qui fait allier finalement l'exercice physique à du plaisir et à des bons repas. Et ça fonctionne, ça. Je pense que c'est un bon exemple qu'on voit maintenant de plus en plus en France aussi. On parle des centenaires japonais. Est-ce que vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait gagner jusqu'à 10 ans de vie en faisant de l'activité physique? Vous nous promettez quoi dans 30-40 ans si on est bien, si on fait de l'activité physique? On pourra vraiment vieillir beaucoup plus vieux, si j'ose dire? Oui, l'idée. Est-ce qu'on sait jusqu'où on peut aller? Vous voyez, le plafond de verre. Le plafond de verre, c'est Jeanne Calment, 122 ans, c'est énorme, on est là. Mais le but, c'est pas d'aller le plus loin possible, c'est de rester en santé. C'est-à-dire, le but, c'est de vieillir en santé. C'est maintenant un peu la nouvelle façon de s'exprimer, de vieillir en bonne santé. Voilà. Et de rester actif, de rester finalement acteur aussi, sans être dépendant, sans avoir des maladies qui font souffrir ou qui nous font aller trop souvent à l'hôpital. Donc, le vieillir le plus longtemps possible en santé, c'est possible si on a une bonne qualité de vie avec de l'exercice physique, une bonne nutrition. Ça fait partie vraiment des médicaments de prévention, quoi. C'est presque des médicaments. Claire Delcy, comment est-ce qu'on adapte l'activité physique à sa physiologie? Parce qu'on est, je dirais, tous différents. À sa physiologie, puis à sa pathologie aussi. On est tous différents, en effet. Alors, déjà, on peut bien se connaître. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se connaissent bien, qui ont d'ailleurs parfois pratiqué beaucoup de sport ou d'activité physique toute leur vie et vont au fur et à mesure aménager, on va dire, la pratique du sport en fonction de leurs possibilités. Rouler un peu moins vite en vélo, courir un peu moins vite, marcher plutôt que courir. Chacun peut aussi avoir cette philosophie. Ensuite, il peut y avoir des supports hein, pour choisir une pratique adaptée, hein, puisque là, il s'agit de pratiques d'activité physique adaptée. Cette adaptation, elle dépend parfois de propositions, d'offres de propositions. Donc, il y a beaucoup d'associations, on le disait aussi, de clubs sportifs, de fédérations qui proposent aujourd'hui des activités. Et donc, on peut s'inclure dans une activité qui nous plaît en choisissant un mode adapté. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque à trop en faire finalement? Est-ce qu'on ne risque pas un moment à trop vouloir en faire, à fatiguer son corps, plutôt qu'à l'aider? Une overdose. Une sorte d'overdose, voilà. Alors, tous les praticiens d'activité physique, quel que soit l'âge, sont sujets à faire une pathologie, par exemple une tendinite ou un problème musculaire qui est lié à la pratique. Ça peut arriver à tout le monde. Je pense que pour se mettre à l'abri de l'overdose, ce qui est important, c'est de faire une augmentation progressive de l'intensité et de la durée de l'exercice, de manière à habituer progressivement son corps pour ne pas risquer ce type de pathologie, tout simplement. Est-ce que le corps prévient si on est justement général, dans cette zone un petit peu rouge? Oui, mais enfin, vous dites oui, mais alors comment il prévient? Parce que quelquefois, quand on ne connaît pas bien son corps, on a du mal à entendre les signaux qu'il émet. Je crois que le signal le plus important, c'est une douleur qui apparaît, qui n'est pas habituelle. Hein. Alors, parfois, on pratique l'activité physique pour prévenir la douleur. Par exemple, quelqu'un qui a mal au dos, on va l'inciter à pratiquer l'activité physique pour lui dire si vous pratiquez une activité, vous aurez de moins en moins mal au dos. Mais je pense qu'il est important que le praticien anticipe ça et puisse dire voilà comment ça va se passer. Vous allez avoir mal au début. La première semaine, ça va être compliqué. La deuxième semaine, ça va être un peu moins compliqué. La troisième semaine, vous allez vous trouver plus en forme. Et la quatrième, vous aurez moins mal. Donc, je pense qu'il faut anticiper un petit peu ces choses. Mais en revanche, une douleur inhabituelle qui apparaîtrait doit alerter et faire consulter. Nathalie Salle. Oui, non, je pensais aussi au temps de récupération.
Parce qu'on voit des personnes qui ont l'habitude de faire beaucoup d'activités physiques, je pense à la montagne. On a des montagnards de 70, 80, 85 ans, 90 ans des fois, qui ont du mal à comprendre qu'il faut à un moment donné un petit peu lever le pied. Et c'est le temps de récupération qui va être de plus en plus long, qui va leur faire comprendre que là, ils sont allés trop loin. Ils vont peut-être faire une pause dans un refuge pendant que d'autres font encore la grosse promenade toute la journée et marcher un jour sur deux parce qu'ils voient finalement que au niveau récupération, au niveau suivi, ils n'y arrivent plus, quoi. Mais c'est pas toujours évident de faire comprendre effectivement aux gens qu'on va un petit peu trop loin. Ouais. Alors, ce qui n'est pas non plus tout à fait évident à faire comprendre aux gens qui ne pratiquent aucune activité physique, qui n'aiment pas le sport, de bouger. Alors, je suis toute la journée dans mon fauteuil, je fais des mots croisés, donc vous êtes contente parce que je suis en train de lutter contre Alzheimer puisque je fais mes mots croisés. Je regarde la télévision, donc j'apprends des choses aussi, donc tout est parfait. Mais qu'est-ce que vous allez me dire pour m'inciter à sortir de mon fauteuil, de mes mots croisés, de ma télévision? Bon, ça, c'est un très grand problème, effectivement. Une grande question. Alors, il y a eu tout un tas d'études qui ont été faites sur l'exercice physique, la nutrition, etc. Et à chaque fois, quand on a voulu inclure les personnes, on s'est rendu compte qu'on avait inclus que ceux qui n'en avaient vraiment pas besoin, enfin qui en avaient le moins besoin. Ceux qui en ont le plus besoin ne viennent pas. Et effectivement, restent dans leur canapé avec leur poche de chips et regardent la télé. Donc là, pour les faire, enfin, essayer de faire une activité physique, je crois qu'il faut allier le plaisir au sport. Donc il y a quelques idées qui émergent. Par exemple, il y a des études qui ont comparé des personnes âgées avec un chien et des personnes âgées qui n'en ont pas. Et on a vu que le fait d'avoir un chien, ça permettait de sortir tous les jours. En fait, on est obligé de sortir. Finalement, ça fait plaisir en plus de faire plaisir à son chien. Quand on est dans un endroit où on fait sortir son chien, on rencontre d'autres gens qui ont un chien, on parle, donc il y a une interaction sociale. Et puis finalement, on sort de chez soi. Donc le chien, c'est pas une mauvaise idée, je trouve. Après, il faut faire attention à ne pas tomber quand on sort avec son chien. Faut pas un gros Vos chien. arguments pour que je quitte mon canapé, mes mots croisés et ma télévision. Pour vous dire à quel point c'est compliqué, dans les propositions du plan national santé-nutrition, il y a même des fiches dédiées aux praticiens, aux médecins, avec un argumentaire concernant un entretien motivationnel, c'est-à-dire pour proposer à son patient des arguments forts pour leur dire qu'il faut aller pratiquer l'activité physique. Donc pour vous dire à quel point c'est difficile d'avoir Du style un peu ce qu'on raconte depuis une demi-heure. Exactement, oui. Et donc, pardon, Alors, je vais aller jusqu'au bout. Je pense que l'intérêt, c'est de prévenir le lendemain. C'est-à-dire, c'est sûr qu'aujourd'hui, dans le canapé, avec les mots croisés, tout va bien. Mais justement, l'idée, c'est d'éviter d'être un senior avec des problèmes de santé. Donc, je pense qu'il faut inciter la personne en lui disant tous les bénéfices que ça peut avoir en prévention. Nathalie. Oui, là, je voulais juste rajouter le mot personnalisé. Et en fait, dans l'action de faire sortir la personne de son canapé, il faut avoir une action personnalisée. Et essayer de voir ce qui fait le plus plaisir à la personne. Si par exemple, ce qui lui fait plaisir, c'est de voir ses petits-enfants, on peut imaginer qu'elle aille les chercher à l'école à pied, par exemple. Ou si ce qui fait plaisir, c'est plutôt son bien-être, aller chez le coiffeur, pareil, y aller à pied. Avoir quelque chose qui allie du plaisir, faire de la danse. Enfin, on n'est pas obligé de faire toujours un sport très complexe. Et il faut essayer de personnaliser l'activité aux souhaits de la personne. C'est vrai que ça prend du temps, mais c'est ce qui marche le mieux finalement. Claire Delcy. Ça demande de bien connaître la personne qu'on a en face de soi aussi, justement pour aller chercher des leviers, des choses qui l'intéressent. Et alors, si la personne n'a pas beaucoup de pratiques médicales, je veux dire moi je suis par exemple face à ma grand-mère ou à mon grand-père, qu'est-ce que moi, simple humain non médecin, je vais aller lui raconter, à part achète un chien? Qu'est-ce que je peux lui dire? Va chez ton médecin, il va argumenter? Non, je lui proposerai peut-être justement des choses qui lui permettent d'avoir une interaction sociale, des clubs de quelque chose qui lui permettrait d'aller quelque part. Et ce quelque part, elle pourrait y aller en marchant peut-être, ou au moins en marchant un petit peu plus que d'habitude, et d'aller chercher des activités, encore une fois, sur quelque chose qui pourrait apporter un intérêt, peut-être des souvenirs aussi, des choses qui ramènent un petit peu à l'histoire de la personne et lui dire rappelle-toi quand tu étais plus jeune, tu aimais aller typiquement, ce qui marche bien, le bal.
Le bal, c'est un exemple pour les seniors qui peut être quelque chose, pour les plus âgés, qui peut être quelque chose de très motivant. Parce qu'au début, peut-être qu'ils n'iront que pour aller regarder, passer, boire un thé et passer un moment. Et puis finalement, ils se lèveront, ils iront danser, ils feront une pratique d'activité physique quand même plutôt intense, parfois où on ne peut plus trop discuter. Et il y aura vraiment un bénéfice avec quelque chose qui rappelle aussi des bons moments. Et en d'avant. plus avec de l'interaction sociale, Et ce qui avec ne gâche l'interaction rien. sociale, exactement. Oui, puis il y a aussi enfin, tout le monde cherche en fait à répondre à votre question. Il y a par exemple la Poste qui s'est mise dans la boucle et qui maintenant. Ils vous amènent plus le courrier, vous allez le chercher à la poste. En fait, il y a de moins en moins de courriers, quoi. Déjà, on n'écrit plus de lettres, on n'écrit plus de cartes. Enfin, ils n'ont pas ce job finalement de distribuer le courrier, enfin beaucoup moins qu'avant. Et ils essayent de s'inclure dans la dynamique de la prévention et d'aller chez les personnes qui sont finalement un peu plus à risque et de voir comment interagir avec elles et trouver des solutions pour les faire sortir et essayer de prévenir cette sédentarité quelque part. Donc, il faut qu'on réfléchisse. Après, peut-être que dans la salle, il y a d'autres idées. On va Mais voir, l'idée, c'est de on va partager. demander dans 2 minutes. Ouais, ouais. Il y a un aspect qu'on n'a pas du tout abordé jusqu'à présent et pourtant il est partout. Je parle des ordinateurs, je parle du numérique. Est-ce que quelque part le numérique, ça peut aider, je dirais, à pratiquer une certaine activité physique ou pas du tout? Alors, c'est pas indispensable. C'est pas indispensable du tout, mais effectivement, le numérique peut apporter plusieurs supports importants. Le premier, c'est l'information, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait chercher une ressource, un club, une association, une proposition. Dans le numérique, on peut avoir beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'informations qui sont échangées. Donc ça, d'abord l'information et les propositions. Ensuite, il y a tout l'aspect motivationnel aujourd'hui dans le numérique. Ne serait-ce que, on a évoqué tout à l'heure quelle intensité dans la pratique d'activité. On dit aussi souvent il faut faire 10 000 pas par jour. Mais comment est-ce qu'on compte 10 000 pas? Aujourd'hui, n'importe quel smartphone vous permet de vous dire combien de pas vous avez fait dans la journée. Et ça peut devenir un jeu. On peut échanger avec des amis. Alors moi, j'ai fait mes 10 000 pas, j'ai pas fait mes 10 000 pas. Et il y a même des applications qui permettent de suivre les performances et de voir les progrès. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a un aspect motivationnel quand on a un peu cet esprit-là de compétition qui permet justement de motiver chacun. Donc le numérique peut être un support intéressant sur ce plan-là. Il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui est très spécifique, c'est ce qu'on appelle l'activité physique adaptée. De quoi s'agit-il exactement? Alors l'activité physique adaptée, c'est l'activité physique qui est dirigée vers les personnes qui ont des problèmes de maladies chroniques ou des problèmes de handicap au sens large. Donc c'est une activité qui va permettre d'être pratiquée dans les situations, on va dire même jusqu'au plus extrême, avec certaines gradations. C'est ce qu'on appelle le sport santé, qui aujourd'hui dont on entend beaucoup parler. Les conditions de pratique d'activité physique adaptée, elles sont toujours encadrées par un professionnel formé. Ça, c'est très important. Justement, ce professionnel doit être capable de s'adapter aux situations. Alors, il y a différents niveaux de formation en fonction de la situation de la personne et, on va dire, de la gravité de sa dépendance ou de son niveau de handicap ou de maladie chronique. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être travaillé avec le médecin prescripteur, puisque l'activité physique adaptée, le sport sur ordonnance, c'est le sport sur prescription médicale. Donc, il va y avoir des dispositifs, des propositions d'associations, de clubs sportifs, qui vont être en grande... C'est du milieu associatif, donc ce sont des associations auxquelles on souscrit, on prend une cotisation annuelle, par exemple. Le mode de fonctionnement de ces associations nécessite quand même du personnel, et du personnel qualifié, comme je vous l'ai dit. Donc ça veut dire que cette cotisation que vous allez payer ne suffira pas probablement à financer l'activité de l'association ou du club. Donc il y aura des subventions. C'est subventionné par la région, par l'ARS, par le ministère. Donc il y a des suppléments de financement. Et donc il y aura des propositions d'activités qui seront potentiellement faites et pour lesquelles vous pourrez être orienté. Par exemple, aujourd'hui, en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, ce qui existe, c'est le dispositif PEPS. Le dispositif PEPS, c'est la prescription d'exercice physique pour la santé, en fait, qui est un accompagnement à la fois du médecin et du pratiquant. Le médecin va trouver sur le site internet PEPS Nouvelle-Aquitaine toutes les ressources nécessaires à la prescription, y compris l'ordonnance elle-même. Il n'y a plus qu'à cocher, il n'y a plus qu'à marquer les particularités du patient, les indications, les contre-indications. Et ensuite, on peut donner les coordonnées d'un coordonnateur départemental. Il y a plusieurs coordonnateurs en fonction des départements. Et en Gironde, il y en a 2. Cette personne est une personne formée et pourra vous orienter, vous, pratiquant, en vous indiquant ce qui convient bien dans votre situation à vous, en fonction de vos appétences, bien entendu, et ce qui pourra être compatible avec vos pathologies, et où ça se trouve, le plus proche de chez vous, par exemple. Donc, ils connaissent bien la cartographie de toutes les associations, de tous les clubs qui sont force de proposition, et ils pourront vous guider.
En tout état de cause, ça démarre par le médecin généraliste. C'est Ça- une prescription médicale. Médecin généraliste, spécialiste aussi, on peut être amené à le Mhm. prescrire en étant médecin spécialiste. Et à quel moment doit-on dire, maintenant, on va commencer à faire de l'APA? Qui décide finalement de la mise en place? C'est le médecin? Le patient peut inciter, demander? Ça peut être les deux. Moi, j'ai des patients qui viennent me voir en me disant j'aimerais bien faire ça, le sport sur ordonnance, comment ça fonctionne. Et puis d'autres patients pour lesquels on fait la proposition parce qu'ils n'avaient pas eu l'idée, ils n'osaient pas se dire qu'ils pourraient peut-être faire ça, je pense. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup à toutes les deux d'avoir fait tout ce tour sur l'activité physique, les bienfaits, etc. Les questions. Maintenant, on va prendre des questions dans la salle.